RCN. Le son de la différence. Culture partagée sur RCN. Gilles Le Sauroy. Bonjour, c'est Culture partagée et la culture que nous allons partager aujourd'hui sera essentiellement musicale avec mes deux invités, Romain et Maxime. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux à la fois étudiants, mais pas que étudiants. C'est pas en tant qu'étudiant que je vous ai invité, c'est en tant que passionné de musique et musicien vous-même pour faire une sorte de panorama, un petit tour de ce qu'on appelle les petits groupes. Alors petits groupes, le terme est très réducteur parce que petit peut-être en termes de notoriété pour le moment, mais il est bien connu que les petits groupes d'aujourd'hui seront les grands groupes de demain. Peut-être avant de commencer, qu'on sache un peu qui vous êtes et d'où vous nous parlez, quelques mots de présentation sur votre parcours et sur la musique, l'instrument, la pratique que vous avez. Qui veut commencer, Romain ? Ouais, allez. Alors très rapidement, moi je suis bassiste depuis quelques années en fait, pas tant que ça. Mais cette année, je suis étudiant à la fac, mais surtout à la MAI, l'école de musique de Nancy. Je suis pas du tout d'ici. Je suis d'à côté de Lyon. J'ai fait 2 ans à Toulouse et 2 ans à Paris en école d'ingénieur. Et cette année, c'est mon année de césure. Parce que j'avais envie de prendre du temps pour me dédier à cette passion qu'est la musique, comme tu l'as bien dit. Et donc la MAI, c'était un endroit tout indiqué pour le faire, puisque ça reste l'une des meilleures écoles de France pour bosser la technique et surtout acquérir des contacts. Et c'est parmi ces contacts qu'on va écouter des morceaux tout à l'heure. Ouais. Donc j'ai pas encore forcément de projet musical à moi. Pour le moment, c'est vraiment j'ai envie de progresser sur mon instrument parce que c'est ce qui me motive, c'est la passion de la musique pour en jouer bien avant d'en créer qui me ressemble pour le moment. Donc il y a des projets qui se montent, c'est sûr, c'est cool. C'est les petits groupes d'aujourd'hui qui deviendront les grands groupes de demain, peut-être. Mais voilà, j'ai pas forcément de conclusion à cette phrase. Merci, c'est très bien. On va en profiter pour saluer Maï au passage. Et donc, tu es venu à Nancy spécialement pour suivre cette formation à MAI. C'est ça. Formidable. Bien. Eh bien, je me tourne maintenant vers Maxime. Ouais, alors du coup, moi, c'est Maxime. Je suis étudiant à la fac de lettres en études culturelles. Et à côté des cours, j'ai une passion assez dévorante pour la musique. Je pense que Monsieur Le Sauroy l'a bien compris au fur et à mesure des années. J'en parle tout le temps. Je pratique humblement la guitare. Là, je viens d'intégrer un groupe de stoner qui est en train de... on commence à bosser, on commence les répètes. Ça se monte tout doucement, mais sûrement, moi j'y crois bien, il y a une bonne entente, donc j'espère... mon but principal, ce serait de faire de la scène, de toute façon, je pense que comme beaucoup, quand on apprend à jouer d'un instrument, le but c'est de jouer avec des gens sur scène, quoi. Et puis voilà, je sais pas trop quoi ajouter d'autre, si ce n'est que la musique, c'est vraiment ma première passion, quoi. D'accord. Alors, tu as dit un groupe de stoner, peut-être pour nos auditeurs. Ouais, un petit mot. Le stoner, vous voulez que j'explique Oui, est-ce que c'est que ce genre musical ? Le stoner, en fait, c'est, on va dire que c'est un dérivé du heavy metal des années 80, saupoudré d'un peu de musique, de rock alternatif, indépendant. Qui a beaucoup été influencé notamment par des groupes comme Black Sabbath avec l'album Master of Reality de Black Sabbath, qui est à mon sens le meilleur album de Black Sabbath. Et puis voilà, il y a des mecs après comme le fameux Josh Homme ou Home, ça dépend des écoles, c'est un peu pain au chocolat, chocolatine quoi, qui sont arrivés là-dessus et qui ont pondu, on va dire, l'essence du stoner, qui ont monté des groupes comme Caius, et après Josh Homme il a monté le grand groupe qui est aujourd'hui Queens of the Stone Age. Donc voilà. Voilà. Et Romain, un genre musical qui te tient plus à cœur ? Prédilection. Ouais. Alors le mien, c'est vraiment le heavy metal plus traditionnel. D'accord, donc on est un petit peu entre métalleux quand même. C'est un peu ça. J'ai plus les cheveux longs, mais je les avais à un moment aussi. Ça fait partie de la panoplie. Maxime les a. Oui, il les a bien. Oui. Et je les quitterai plus, c'est fini. T'as bien raison. On dit ça. Moi j'ai dit ça aussi. Non, c'est ça, le heavy metal. Tous ces dérivés
qui bouge bien. Ce que j'aime sur scène, c'est c'est bouger, c'est donner de l'énergie, c'est tout ce genre de trucs. Alors c'est pas du tout les morceaux que j'ai amenés aujourd'hui parce que il y a pas que ça dans la musique, il y a pas que ça dans la musique que j'aime non plus. Toute la pop, c'est un truc, c'est un mot qui est très généraliste. Qui est très généraliste, et en fait, oui, il y a beaucoup de choses derrière, mais il y a beaucoup de choses qui sont hyper développées et hyper intéressantes dedans. C'est pas juste une suite de 3 accords qu'on entend à la radio tout le temps, il y a beaucoup plus que ça, et en fait, il y a des trucs vraiment géniaux dedans. Merci à tous les deux. Alors, on va construire cette émission autour de vos choix musicaux qu'on va écouter, bien sûr. Et puis, ça va être l'occasion aussi de parler de ces, encore une fois, avec beaucoup de guillemets, petits groupes. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec un choix qui est celui de Romain. C'est une artiste qui s'appelle Mure et on va écouter Torn. Culture partagée sur RCN avec Gilles Lossoroy. On vient donc d'entendre Mure et je me tourne immédiatement vers Romain pour nous dire quelques mots sur cet artiste et sur ce premier choix qui nous amène tout doucement dans cette petite promenade musicale. Oui, alors Mure, c'est une amie de la MAI qui chante depuis très longtemps. Elle vient de Roanne, mais donc comme beaucoup et comme moi d'ailleurs, on vient de loin pour faire la MAI, pour avoir... je vais pas faire la pub de la MAI. Mais pourquoi pas, on peut dire que c'est une très bonne école. J'ai souvent fait entendre au cours de cette émission un artiste, Alban Lot, qui vient aussi de la MAI. Et donc, c'est une école très, très, très réputée et une excellente école dont Nancy peut s'enorgueillir. Tout à fait, et avec des artistes comme Mure, donc. Voilà. Qui, donc, avec ce morceau qui est pas encore sorti, mais c'est tout imminent. C'est un très bon exemple de toute son énergie qui est très canalisée. Et sur scène, c'est pas du tout la même chose. Tu veux dire qu'elle se lâche Elle se lâche beaucoup plus. Et elle a une énergie absolument folle que j'adore complètement. J'ai pu jouer plusieurs fois avec elle et c'est toujours génial. En fait, c'est simple. C'est une énergie et une communion d'artistes. Bon, je parle du côté de la scène. Bien sûr. Dans le public, je sais moins comment ça se passe parce que j'ai moins l'habitude d'y être. Ouais. Mais voilà, c'est... Tout ce dont je parlais dans la pop, ça fait partie de la pop, mais comme énormément de choses peuvent en faire partie. On a toute une mélodie vocale qui est très intéressante. Là, on a un morceau qui fait la part belle à la basse. Alors moi, je suis Effectivement, content. Voilà. C'est toi qui joues derrière, non? Pas forcément. Non, c'est pas moi. C'est pas celui-là, mais peut-être qu'à l'avenir, d'autres, ça peut arriver. Mais voilà, c'est toutes des expérimentations qui sont faites sur... on a... tels instruments, tels musiciens qui ont telle case à cocher, mais qui peuvent aussi prendre des libertés sur d'autres choses. Et ça, c'est très facile à voir et c'est très intéressant à écouter, surtout dans des styles qui sont moins codifiés, comme ce genre de style. Justement, on peut avoir des choses intéressantes comme ça. Très bien. Alors, Mure vient donc de MAI. Elle est chanteuse ou elle est instrumentiste elle-même aussi? Les deux. Elle joue de la guitare. Je pense que c'est elle qui joue sur ce morceau. Et elle chante, évidemment. C'est ça. Ce qui fait sa caractéristique principale, son identité, c'est sa voix. Carrément. Et tu sais si elle se produit prochainement ou si on peut la voir sur scène en région? J'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas, à la MAI, le 11 avril, on a nos derniers challenges. Ça fait partie de notre formation, des challenges. C'est une après-midi où tous les étudiants de la MAI peuvent venir jouer des morceaux qu'on a préparés et sur lesquels on a évalué tout de même. Donc il y a un jury de profs au fond de la salle, mais la salle est ouverte et qui veut venir peut venir écouter nos morceaux. Il y a donc toute une après-midi, je sais pas, pour 4, peut-être 5 heures, de tout plein de morceaux, de tout plein de styles différents. On peut voir, on verra Mure d'ailleurs, on me verra aussi. Et vraiment, tout plein de styles. Je ne saurais pas préciser plus parce qu'on ne peut pas préciser plus, il y a vraiment de tout. D'accord. Et tant qu'on y est, je pense qu'on va entendre plusieurs artistes qui sont issus de la MAI, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur la MAI, c'est-à-dire cette formation, combien de temps, avec qui, sur quoi elle débouche, etc., tant qu'à faire? Alors c'est une question un petit peu traître parce que c'est un peu en train de changer à la MAI en ce moment, et donc on attend aussi un petit peu de savoir, d'avoir des réponses à ces questions. Mais globalement, la manière dont ça se passe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de cours de technique pure d'instruments ou de chant d'ailleurs, qui est aussi un instrument à part entière, puisqu'il faut apprendre à gérer sa voix. Quand l'instrument fait partie de son corps, c'est d'autant plus compliqué, même plus. Donc c'est beaucoup de cours de technique et beaucoup de pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je viens à la MAI sans ma basse dans le dos.
parce qu'on joue basiquement tout le temps. On a des ateliers de différents styles, des ateliers de pop, de groove, de funk, de jazz qui tire parfois sur le reggae, qui tire parfois sur plein d'autres choses, et de métal qui est celui pour lequel je viens en principal. Ouais. Et pareil, là on voit beaucoup de choses, on a des intervenants qui sont hyper qualifiés et juste très qualifiés dans leur domaine de spécialité. Par exemple, moi, des profs de basse que j'ai, c'est des grands noms dans la basse, si je peux dire comme ça. Par exemple, Jean Bizello. Jean Bizello, bien sûr, voilà. Qu'on salue, oui. Exactement. Olivier Bèche également, qui tournent beaucoup. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'AMI, c'est qu'on n'a pas de professeurs, on a des intervenants qui sont des musiciens, qui sont sur le terrain, et donc qui jouent. Et qui, en plus de ça, par passion, viennent nous apprendre à jouer, finalement. Très bien. Vous êtes tous les deux, alors après on peut entrer dans des esthétiques plus ou moins différentes, nuancées, etc. Mais passionnés, on peut dire, de heavy metal, globalement. Est-ce que vous pensez que c'est un genre qui actuellement a un peu le vent en poupe, ou est-ce que vous vous sentez au contraire un peu dans une musique de niche? Quelle est la place du heavy metal aujourd'hui dans le panorama musical? En fait, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que y a ce heavy metal qui, pour certains, commence à être daté. Hein. Franchement, il faut le dire, les grands groupes de métal, c'est des papis, quoi. Ils ont tous 70-80 ballets. C'est les mecs de Iron Maiden. C'est les mecs, ils ont 40 ans de carrière. Ils sortiront plus d'albums, on le sait tous. Et en même temps, il y a une espèce d'émergence de plein de nouveaux genres du métal qui deviennent des gros groupes. Je pense au groupe suisse Paleface Suisse, qui est un groupe de deathcore et tout. Ils sont en train de monter à une vitesse assez impressionnante, quoi. Ils ont été annulés du coup à l'autre canal, mais ils devaient passer à l'autre canal. J'étais censé aller les voir. J'irai pas du coup. mais il y a plein de nouveaux groupes comme ça, dans des espèces de nouveaux sous-genres qui se créent dans le métal. Alors c'est toujours un peu compliqué de parler de sous-genres dans le métal, parce il y a beaucoup de familles quand même dans le métal. Voilà, c'est ça. C'est hyper. On peut classer plein de groupes dans plein de trucs différents. Ce qui est à la fois une richesse et à la fois du coup une complexité, je trouve, à cette grande famille qui est le métal en soi. Mais par contre, il y a un truc qui est génial, c'est que du coup, cette scène depuis les années, on va dire les années 80, hein, le métal c'est à peu près ça, hein, fin 70-80. On parlait dans les années 70 plutôt de hard rock que de métal. Ouais, mais jusqu'à ce que Black Sabbath arrive. Ouais. Voilà. et depuis ça, il y a tout le temps eu des mouvements dans le métal et tout. Et à l'heure actuelle, moi, ce que j'adore dans le métal, c'est que ça s'essouffle pratiquement jamais. Dans le sens où peut-être que la grande scène a du plomb dans l'aile, mais les petites scènes, on va dire, pour les petits groupes, du coup, c'est toujours là, quoi. Je veux dire, à Nancy, il y a énormément de petites scènes où les groupes vont jouer, où les places sont pas chères, etc. Pour les étudiants, les passionnés de musique, moi, c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à cœur. C'est d'aller voir ces mecs-là jouer sur scène. Je pense notamment au Nirvana, le bar Le Nirvana, qui a une scène qui est franchement ridicule. Il y a, je sais pas, une trentaine de groupes par an peut-être qui passent, et les groupes veulent aller là-bas, quoi, parce que ils savent qu'il y aura du monde et tout, et c'est vraiment un truc, je trouve, qui manque dans certaines villes. C'est des endroits où on sait que toutes les semaines il y aura un concert. Alors oui, c'est pas Metallica qui va passer à Nancy, quoi. Mais pas au Nirvana en tout cas. Pas au Nirvana en tout cas, au Zénith peut-être. mais en tout cas, voilà, c'est là. Il y a des concerts toutes les semaines. Il y a de quoi faire toutes les semaines. On a tout un tas de choses. Il suffit en fait de se faire des contacts, d'y aller. Surtout, c'est hyper important d'y aller parce que ça permet de soutenir ces artistes-là. Ce qui je trouve est un truc super important. Je veux dire, quand on est passionné de musique, c'est quand même hyper important de payer l'entrée. Ça paye un peu les artistes et tout. On sait quand même que le milieu de la culture en ce moment c'est pas trop ça. Il y a des budgets qui sautent, voilà. Donc si nous en tant que public, on a notre rôle à jouer là-dedans. Donc si on n'y va pas, en plus de ça, d'ici quelques années, ce sera hyper compliqué de trouver des concerts, quoi. Ouais. Romain, tu es d'accord avec cette analyse ? Je suis assez d'accord, oui. Je voulais rebondir sur le fait que dans la même phrase, là, on a parlé de Nirvana et du Zénith, qui sont quand même deux salles qui n'ont pas grand-chose à voir, sinon qu'elles accueillent des groupes de métal, et qui sont heureux d'aller chacun à leur échelle au Nirvana ou au Zénith. Et il y a cette
y a toujours eu cette ambivalence dans le métal de c'est un peu une culture underground et en même temps ça existe parce que c'est des énormes groupes qui ont créé ça. Exactement. Les premiers groupes à faire ça, c'est Black Sabbath évidemment, mais c'est aussi ça vient du hard rock, de Led Zepp, de Deep Purple, qui étaient déjà des gros groupes au moment où ils ont commencé à basculer vers ce genre de musique entre guillemets. Même si fin août j'étais à une exposition à la Philharmonie à Paris sur le métal et à la fin il y avait une carte de tous les styles de métal. Alors c'était un truc immense, j'ai passé plusieurs minutes devant pour essayer de tout voir et j'ai pas tout vu. Je pense que pour bien visualiser cette carte, il faudrait un troisième axe temporel parce qu'il y a aussi cette idée que effectivement les grands groupes de heavy metal ça n'existe plus. C'est le heavy metal traditionnel, c'est ce qui a créé tous ces sous-genres, ça vient du hard rock et c'est là dont découlent tous ces sous-genres qui sont aujourd'hui ce qu'on écoute et ce qu'on entend. Et le heavy metal en tant que tel, non, ça n'existe plus. Vraiment de niche effectivement. Ouais, c'est ça, c'est devenu de niche alors qu'à la base parce que ça a créé beaucoup d'autres choses en mixant avec plein d'autres choses. Il y a eu toute la vague grunge qui est passée, il y a eu toute la vague punk qui est passée et maintenant on a aussi toutes les vagues de death metal, de doom metal, ce genre de trucs qui reviennent en prenant des choses d'avant, les mélangeant. Donc c'est un mélange constant et très créatif du coup. C'est ça, c'est sûr. Et puis, c'est pour ça qu'il y a plein de groupes qui se renouvellent encore dans ces genres de styles parce qu'il y a toujours moyen de créer des choses. Et puis déjà à son essence en soi, le heavy metal à proprement parler, déjà en lui-même a connu énormément de changements. Il y a eu la première vague de heavy metal et après il y a eu la new wave of British heavy metal où là il y a Iron Maiden qui sont arrivés, Saxon, tous ces groupes là. Et c'est déjà au bout d'une petite dizaine d'années, le heavy metal avait du plomb dans l'aile et il y a une nouvelle vague qui l'a relancé. Après, il y a eu le thrash metal aux États-Unis, ça a relancé le metal. Après, ça s'est essoufflé. Il y a le hair metal, le glam metal, ça dépend de comment on l'appelle. Le Motley Crue, les Guns N' Roses, tout ça qui sont arrivés, hop, ça a relancé le metal. Et tout ça, c'était en 20 ans. Le bulldozer du grunge est passé par là entre temps. Mais voilà, et en fait, j'ai l'impression que tous les 10-15 ans, il y a un truc qui relance un peu le métal, des groupes, ou en tout cas un groupe qui devient figure de proue du métal. Après dans les années 2000 il y a eu Linkin Park, il y a toujours eu un moment où le métal est revenu sur le devant de la scène. Là à l'heure actuelle il y a quand même on a quand même le Hellfest en France quoi. Ouais, bien sûr. Qui est alors, pour y être allé, qui est absolument fabuleux à faire et en fait on se rend compte que le métal ne peut pas être mort si ça existe et ça continue de tourner. 750 000 personnes, je crois, quelque chose comme ça. L'année où j'y suis allé. C'est énorme. On peut pas. Moi, je considère qu'on peut pas penser ou considérer que le métal n'existe plus quand on voit ça, quoi. Effectivement. Alors, on va parce que le but quand même, c'est d'écouter un maximum de musique. Alors, je vous propose qu'on écoute maintenant un choix de Maxime. C'est un morceau qui s'appelle Circle et le groupe s'appelle Lost Obstinacy. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. C'était une nouvelle exclusivité aussi de Lost Obstinacy et je vais donc demander à Maxime de nous parler de ce groupe verdunois, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Alors c'est un de leurs singles qui normalement sort courant avril-mai, donc c'est un peu une avant-première quand même, faut le dire, hein. Et ouais, en fait c'est un groupe de copains de Verdun, du coup la ville d'où je suis originaire. Et ça me tenait vachement à cœur de pouvoir les faire passer à la radio. C'est la première fois qu'ils passent à la radio. Le groupe existe depuis 2-3 ans et il commence à se produire de plus en plus dans le Grand Est, mais le but c'est de se produire le plus possible et pas bien que sûr. Dans le Grand Est, quoi. Et voilà, typiquement moi c'est le genre de truc que je soutiens à fond, quoi, qu'il y ait des gens qui se lancent et qui essayent de jouer le plus possible, que ce soit en festival, sur dans des salles, toutes les salles possibles, quoi. C'est des trucs qu'il faut soutenir. Ce que je disais tout à l'heure, quand on est passionné, etc., c'est un truc qu'il faut faire, quoi. Faut soutenir, faut y aller, c'est des groupes. Plus il y aura de monde aux manifestations culturelles en général, pas que aux concerts évidemment, pas que aux festivals évidemment, et plus ça rendra légitime bien sûr. Cette cause, quoi. Bien sûr. Alors si on parlait des genres musicaux, Lost Obstinacy, on les mettrait dans le heavy metal, mais à quelle place exactement ? Parce qu'on n'est pas dans le pur et dur non plus. Ouais, bien sûr. Alors eux ils sont un peu, ils sont 5. Il y a 2 guitaristes, un bassiste, un batteur et un chanteur. Et ils se placent, eux, dans le metal metalcore.
Ils ont tous des influences très diverses dans le métal, mais pas que. Ça s'entend au début, hein, le morceau. Le morceau a une intro un peu électro-hip-hop. Exactement. Le morceau représente assez bien le fait qu'ils soient un peu tous. C'est tous des métalleux, hein, faut le dire, mais voilà, ils sont aussi ils écoutent d'autres choses et ça les influence aussi dans leur manière d'écrire, de produire. C'est pas le métal n'est pas un genre fermé sur lui-même, quoi. D'accord. Très bien. Alors, on va enchaîner pour entendre un maximum de choses. Donc, je propose maintenant qu'on en vienne à un choix qui est un choix de Romain. C'est un artiste dont on va entendre 2 morceaux. C'est Matteo Giambetti et le premier s'appelle Peeling of My Scales. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. Eh bien, Romain, pour un métalleux, c'est encore un choix où on baigne dans la douceur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce groupe, sur cet artiste ? Il n'y a pas que mes goûts qui soient à mettre à l'antenne. Oui, alors Matteo, c'est un ami de la MAI également. Oui. Alors c'est un artiste déjà un petit peu plus accompli, si je peux dire, puisque c'est ce qu'on vient d'écouter, Peeling Off My Scales, c'est le titre phare de son dernier album. Il en a 3, donc il y a déjà qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Voilà, il est très content de partager sa musique. Et moi aussi, je suis très content de partager sa musique parce que c'est quelque chose qui est une musique qui est très personnelle pour lui. Et c'est un des grands points positifs de la musique, une des grandes choses qu'on peut faire dedans, c'est qu'on peut parler de soi. Et parler de soi sans que ce soit juste pour parler de soi. C'est un moyen d'expression qui permet de dire beaucoup de choses différentes. On peut voir... dans le morceau de Maxime de métal, je sais pas de quoi ça parle, mais on peut se douter que c'est d'un sujet qui peut paraître beaucoup plus universel. Alors que dans d'autres styles de musique, on peut avoir des choses beaucoup plus intimes. Intimes, exactement. Ouais. Et c'est ce sur quoi repose la musique de Matteo. C'est des choses très intimes. Et pourtant, il y a une voix déjà qui est très, très présente. Hein. Oui, encore une fois, c'est les amis chanteurs de la MAI, c'est des voix. Chacun, c'est... une personnalité qui se caractérise par sa voix et c'est quelque chose d'assez fou et qui permet de mettre en avant des artistes justement pour quelque chose qui les différencie, qui est vraiment très unique. Et c'est beaucoup plus le cas pour les chanteurs et les chanteuses qui maîtrisent leur voix comme c'est quelque chose qu'ils ont depuis le début de leur vie. C'est beaucoup plus difficile à acquérir une patte d'artiste quand on n'est que instrumentiste. Et là, Matteo le fait très très bien. Il a sa patte justement qu'on ressent dans tous ces morceaux, sans dire qu'ils se ressemblent tous, c'est pas vrai du tout, mais il y a une atmosphère générale qui est la sienne et qui se démarque complètement. Et c'est assez sympa de se plonger dans un de ses albums et d'être là et de voyager avec lui. C'est vraiment un voyage. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Alors, j'ai une question à vous poser à tous les deux sur vos choix. On a écouté 4 morceaux de groupes français qui chantent en anglais. Alors, pourquoi le choix de la langue anglaise ? Enfin, je me doute un peu de la réponse, mais j'ai l'impression que la scène musicale boude un petit peu la langue française. Ouais. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Est-ce que vous estimez que après tout c'est normal, le rock, au sens général, est une musique anglo-saxonne ? Ou est-ce que vous le déplorez ? Quel regard vous portez là-dessus ? Moi, je suis plutôt pour le fait de chanter en anglais. Après, quand on est un groupe français, un musicien, une musicienne, un groupe, qu'importe, hein, mais qu'on pratique, qu'on produit de la musique en France, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun de choisir ou non de chanter en français ou pas. Mais il y a des groupes qui le font, des groupes qui le font plus ou moins bien. Le truc, en fait, je suis même pas sûr en soi, et c'est vraiment très personnel ce que je dis là, je suis même pas sûr en soi que c'est parce que c'est un choix qui est fait parce que l'essence du rock, etc., c'est des mouvements qui viennent des États-Unis, d'Angleterre. Je pense vraiment que c'est parce que le français, c'est pas très beau au chant. C'est vraiment plus simple de chanter en anglais et que ce soit plus mélodieux, plus propre, plus chantable, simplement. Hein. Je suis honnête, je trouve vraiment que y a plein d'artistes qui chantent en français et c'est
tout à fait respectable et c'est tout à fait entendable et c'est beau, mais je trouve franchement que le chant en anglais est beaucoup plus mélodieux et facile à écouter que le chant en français. Dans plein de cas, c'est pas une vérité absolue et générale, hein, évidemment. Il y a de très grands artistes français qui chantent en français et c'est absolument génial. Je pense à Thiéphène, je pense Brassens. Ils chantent en français et c'est très bien et c'est beau, etc. Mais je pense que il faut un niveau d'écriture peut-être. Voilà, c'est ça. C'est très élevé. La langue française est quand même une langue qui est très compliquée et en plus, il y a aussi un aspect, je pense, qui rentre en compte, c'est que quand on a l'occasion de s'épandre, je sais pas trop comment formuler ça, mais de percer un peu au-delà des frontières de la France, le chant en anglais est un atout réel, quoi. Voir une nécessité. Mais... Voir une nécessité, complètement. Carrément, je pense qu'il y a 2 axes de réponse à cette question. La première, c'est justement du point de vue de la notoriété et de la manière dont on veut se vendre. Je pense par exemple, j'ai un exemple parfait qui me vient en tête, c'est le groupe Landmarks. Bien sûr. Qui est un groupe français de métal bien énervé. Je sais pas exactement dans quel style on peut le classer, peut-être Maxime en sait plus. Je sais pas, là tout de suite je dirais un truc genre metalcore peut-être. Ouais, un truc comme ça, et vous irez écouter pour vous faire un avis, parce que c'est très bon. Donc c'est un groupe français qui chante en anglais. Et sur leur dernier single, ils chantent aussi en français. Et c'est arrivé après qu'ils aient déjà une certaine notoriété, peut-être de prendre cette liberté, de se dire ah oui, on peut. Maintenant on peut. Oui, d'accord. Pour moi, il y a de ça qui effectivement rentre en compte. À la MA, il y a plein de chanteurs, il y en a beaucoup qui chantent en anglais, il y en a qui chantent en français aussi, et qui préfèrent et qui n'écrivent d'ailleurs presque que en français pour chanter en français parce que c'est quelque chose qui résonne en eux. Et ça, c'est l'autre axe de réponse, je pense. J'écris des chansons personnellement et j'écris en français et en anglais. Et c'est pas du tout la même chose que d'écrire en français et en anglais. Complètement. Et on a une manière complètement différente d'aborder les sujets. Et j'écris pas du tout les mêmes choses quand j'écris en français qu'en anglais. Donc il y a aussi ce lien personnel à la chose qu'on écrit qui passe par la langue, parce que forcément la langue c'est ce par quoi on s'exprime, et donc il y a cette question qui entre crucialement en jeu, au-delà de la notoriété et de la réception du public. Il y a aussi le fait c'est la création. Puis il y a plein... En fait, je pense qu'il y a plein de théories qu'on pourrait donner. Aussi le fait, je pense, il y a quand même une grosse partie de ces musiciens dans le métal et dans le rock qui forcément ont été influencés par d'autres musiciens avant eux. Oui. Quand on est influencé par le métal et le rock pour faire de la musique, bah en fait la majorité des groupes vont chanter en anglais, quoi. Oui, donc on a un peu tendance spontanément à se tourner vers l'anglais. C'est très spontané, hein. Je pense par exemple à un truc qui est assez drôle. Joe Duplantier, dans une interview, c'est le chanteur de Gojira, donc Gojira qui est tête de proue du métal à l'heure actuelle, hein, je pense que tout le monde, et groupe français du coup, disait une fois dans une interview, moi une de mes plus grosses influences c'est les Beatles. Ça n'a foncièrement rien à voir, mais il parle en anglais. Enfin, il n'y a pas de morceaux des Beatles qui ne soient pas en anglais, quoi. Et dans les morceaux de Gojira, qui pourtant un groupe français, ils sont de Bayonne, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement du sud-ouest de la France, mais voilà. Il y a peut-être, je crois qu'il y a un de leurs morceaux dont le titre est en français, L'Enfant Sauvage, c'est le titre de l'album aussi, je crois. Et je crois qu'il y a sur leur discographie, il y a quand même quelques albums, il y a peut-être 3 ou 4 morceaux grand maximum où il y a des passages en français, c'est même pas des morceaux écrits en français. Il y a du coup L'Enfant Sauvage, et je suis même pas sûr qu'il il parle pas en français, c'est dingue, hein, quand même. Et il y a un morceau que j'aime beaucoup d'eux qui est sur l'album Magma, qui s'appelle Lowlands. C'est un morceau qu'ils ont écrit pour leur mère qui est décédée. Il y a dans le refrain, ou je sais plus, il y a 3 ou 4 phrases en français. Et sur la discographie de Gojira, qui compte quand même une dizaine d'albums, je crois, c'est tout. C'est tout. Et pourtant, ça met vraiment en lumière les deux choses. Cette chanson en français, elle parle de leur mère, donc c'est quelque chose qui leur est très personnel. C'est très intime, c'est la langue maternelle. C'est ça, sens du terme. Et en plus, du coup, c'est aussi intéressant, et ce que tu disais tout à l'heure, Romain, pour Landmarks, c'est que c'est des choses qui se sont permises de faire quand ils étaient déjà ancrés, ils avaient déjà une certaine notoriété, quoi.
C'est pas quelque chose qui est apparu au début de leur carrière. C'est quand le groupe était là, ils bougeaient plus, ils se sont permis d'écrire en français, quoi. Enfin, d'écrire en français, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Alors, je vous propose qu'on écoute maintenant un nouveau choix qui nous vient de Maxime. C'est le groupe Sex Shop Mushrooms et ça s'appelle Dead Doll. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. Alors Maxime, toi qui arbores un magnifique t-shirt Nirvana, on est un tout petit peu sous influence là quand même. À peine. Bah ouais, mais j'ai choisi ce morceau parce que du coup, voilà, mon fer de lance à la base dans la musique, c'est vraiment le grunge, quoi. Je suis très très fan de Kurt Cobain et en fait, c'est vraiment le grunge, c'est vraiment le genre musical, on va dire, qui m'a plongé dans la musique au sens large. C'est-à-dire que ma passion de la musique, elle est née parce que un jour, j'ai écouté Smells Like Teen Spirit et je me suis dit, waouh, ok, ça j'adore. Et de fil en aiguille, je me suis mis à écouter plein de trucs. Et en fait, depuis, je sais pas exactement l'âge auquel je suis tombé là-dessus, mais depuis ce moment-là, la musique, ça m'a plus vraiment quitté, quoi. C'est vraiment le grunge qui m'a fait aimer la musique autant que je l'aime maintenant. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de la pratiquer beaucoup. Ouais. Voilà, Kurt Cobain, c'était un grand artiste mais pas un grand guitariste, c'était pas un technicien et du coup le fait d'avoir pu apprendre à jouer mes premiers morceaux de Nirvana assez simplement, on va dire, parce que c'est pas quelque chose qui est compliqué à jouer, c'est avec ça que je me suis dit mais en fait la musique c'est vraiment quelque chose, je veux que ça fasse partie de ma vie, quoi. Oui. Autant dans l'écoute que dans la pratique. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce groupe là, parce que c'est un groupe qui est pas forcément du coin mais qui s'est déjà produit plusieurs fois dans le coin, notamment à Metz fin d'année dernière, je crois, et qui ont des valeurs qui en plus me tiennent beaucoup à cœur. Ils mettent beaucoup en avant le féminisme. Parce que mine de rien, le rock et le métal, on a beau en faire l'éloge depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas toujours la meilleure réputation dans le domaine. Voilà. C'est un milieu qui est quand même relativement misogyne, où les femmes sont très peu mises en avant, les groupes féminins sont beaucoup moins facilement mis en avant, en tout cas. Il y a quand même la majorité des groupes, ou en tout cas des groupes connus, on va dire, il y en a très peu qui ont au moins une musicienne dans leur line-up, quoi. C'est d'ailleurs le truc qu'a mis en avant le Hellfest pour cette édition là, pour cette année. Ils ont consacré une journée, alors je crois que c'est le vendredi ou le samedi, je suis plus sûr. Tous les groupes qui passeront cette journée auront au moins une musicienne dans la line-up. D'accord. Donc c'est quelque chose qui moi me tient à cœur. Sex Shop Mushrooms, c'est une batteuse qui est encore plus rare. Souvent c'est des chanteuses ou des bassistes, voilà, on a quelques formations, les Pixies ou les Smashing Pumpkins, où il y a une bassiste, mais c'est beaucoup plus rare, et là que ce soit une batteuse en plus, c'est vraiment chouette, je trouve. Et ce qu'ils abordent dans leurs morceaux, les thématiques, etc., c'est ça justement, c'est le féminisme, c'est l'aliénation et tout, et c'est des choses qui moi me parlent beaucoup, quoi. Ok, merci. Alors maintenant, je vais me tourner vers Romain pour le prochain choix musical, puisqu'on va retrouver Matteo Giambetti avec Atlantis, et c'est encore une exclusivité. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. C'était donc le deuxième morceau de Matteo Giambetti, très différent du précédent. Romain, alors quelques mots sur ce morceau. C'est passé des choses entre-temps. Ouais. C'est tout l'intérêt de voir l'évolution de la carrière d'un artiste, pardon. Donc qui est encore à ses débuts, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas déjà voir des choses qui changent. Et même moi qui ai passé là 6-7 mois à la MAI, dans mon jeu, je sens déjà des différences, et dans la manière dont les artistes interagissent ensemble et dans la manière dont on crée. Et là, donc, on peut le voir, c'est un morceau qui est exclusif, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti, mais ça ne va pas tarder non plus. Donc Matteo qui est toujours sur les plateformes un peu partout, et toujours dans la création, c'est quelque chose qui l'anime particulièrement. Et donc de sortir de sa zone de confort, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant musicalement,
d'un point de vue de la création, de toute façon, c'est toujours comme ça que des choses nouvelles et des choses super intéressantes et qui nous plaisent mieux que ce qui existait avant sont créées. Ce dont on a parlé tout à l'heure, le mélange entre tout plein de genres, c'est exactement ça. Hein. C'est d'avoir des idées nouvelles, de se dire, tiens, on va mélanger des choses ensemble et des inspirations complètement différentes qui, a priori, n'ont pas forcément de lien entre elles. Et ça fait quelque chose qui nous ressemble le plus, finalement. C'est pour ça que chacun peut trouver sa patte aussi. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Mathéo le fait très très bien. Et effectivement, c'est un morceau qui est très différent de celui qu'on a écouté avant. Et pourtant, très représentatif de ce que tu viens de dire, ouais. Exactement. Et qui, mis avec tous les autres, forme toute l'atmosphère du personnage et de l'artiste surtout. Très bien. Alors, le temps est passé à une vitesse, je devrais dire à un rythme absolument effréné. On va se quitter déjà, malheureusement. Peut-être qu'on pourra refaire une deuxième émission sur le sujet. Et on va se quitter en musique avec un groupe qui s'appelle Orbis. C'est un choix de Maxime. Alors, peut-être un mot rapide avant d'entendre le morceau, parce qu'après, il sera trop tard. En vitesse, Orbis, voilà, c'est un groupe de Metz qui mélange le death metal et le doom metal. Et je les ai découverts en live au Nirvana, justement, à Nancy. Ouais. Et c'est récemment une de mes plus grosses claques musicales, je pense. On va s'en rendre compte tout de suite. Mélange qui s'annonce détonnant. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Merci à Joris à la technique. Merci à vous deux, Romain et Maxime. Et à bientôt sur Culture Partagée. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org